Au fond, là, si on regarde ça, c'est quoi un corps? C'est quoi un corps? C'est un véhicule qui module de l'énergie qui passe d'un plan à un autre. Jusqu'à un certain point, c'est ça un corps. Puis, au fond, l'être humain, si on parle en esprit, le vrai modèle, il était créé parfait, puis fini. Mais il vient dans un monde imparfait. Fait que, il y a le temps, il y a l'espace, puis le modèle ne peut pas s'appliquer instantanément. Il faut traverser des couches de densité, si on peut dire. Là, des affaires comme l'intellect. L'intellect, ça, c'est quoi ça? Pourquoi on est dans une mécanique où, au niveau cyclique, ça part d'un âge d'or puis ça se dégrade. Comme si, quand il y a un nouveau corps de créer dans le temps puis dans l'espace, pour accomplir le modèle, selon le modèle, qui lui peut pas être instantané, on dirait faut que le corps se densifie, donc il va se saturer pour se densifier jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une épuration finale. Là, passer des cycles d'après, puis là, faire un autre encore plus perfectionné. Jusqu'à un certain point, c'est pas mal de même, ça marche. Puis plus l'intellect, par exemple, si on considère que notre cycle, le nouveau corps qui a été créé, c'est l'intellect, c'est-à-dire l'être humain est entré dans l'intellect, il est de plus en plus saturé avec des formes. Son intellect, pour le densifier. Puis tout ça ne peut pas faire autrement que d'aboutir à une épuration finale à un moment donné. Parce que plus l'intellect est accumulé de formes, en se servant de la faculté mémorielle prêtée par l'homme pour jouer avec des formes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, réfléchir, si on peut dire la faculté réflexive, accumuler des formes pour jouer avec. Plus il les densifie par la mise en vibration, activée par l'énergie de l'émotion, pour dire certains aspects psycho-affectifs, entre autres liés au système nerveux de l'être humain, qui va servir comme de carburant. Ben, plus l'intellect va se polariser, puis il va polariser des formes, subjectivement, émotionnellement, dans sa mécanique réfléchie, réflective, de la pensée. Donc, si on peut dire le plan mental, l'intellect est dans le plan mental. Mais c'est vaste, là, le mental. Parce que c'est aussi quelque chose qui est densifié dans l'éther, si on peut dire. Donc, il y a les éthers du mental. Plus haut que l'intellect, plus loin. Ben, mais plus l'intellect y a accumulé des formes, puis qui densifie avec sa faculté mémorielle pour jouer avec, plus il va inconsciemment, mécaniquement densifier des formes pensées de plus en plus dans son mental, plus l'individu va se polariser dans son mental. C'est normal parce que c'est lié à la faculté réflexive, mais c'est aussi lié aux facultés psychomagnétiques de l'âme sur les corps. Parce que l'âme, c'est pas juste un corps. Ça a des forces, il y a des forces de l'âme. Donc, l'ego est densifié par ça, par une fausse identité, une identité réflexive, expérimentale, circonstancielle. La, la, la densité, ça vient des formes densifiées inconsciemment dans le mental, donc réactualisées constamment par la réflexion mémorielle, émotive, la mécanicité, la programmation expérimentale subjective de l'identité psychologique de l'ego inconscient. Il, il s'investit psychologiquement et émotivement dans les formes, il s'identifie à sa pensée, c'est une fausse identité. Une identité psychologique. C'est pas une conscience, ça. Pas encore. Pour qu'un individu commence à se conscientiser, il faut qu'il souffre de ses pensées. C'est une étape, c'est bien difficile de passer à côté. Dans sa fausse identité psychologique, il faut qu'il souffre de ses pensées. C'est le test. C'est le test où on va voir si l'individu il va être capable de transmuter l'énergie psychique dans la densification d'un nouveau corps. Pour le surplus d'énergie psychique, dans le fond, une identité réelle, une conscience consciente d'elle-même.
L'individu, il doit donc souffrir de ses pensées au début. Ça force l'observation. L'individu qui voit, puis qui reconnaît, qui souffre de ses pensées, c'est déjà un début de conscience consciente d'elle-même, un début d'identité réelle. On n'est pas responsable de tout ce qu'on pense en tant que conscience, mais nous sommes tous responsables de la façon, le rapport à la pensée. C'est de l'immaturité de s'identifier psychologiquement à des pensées. C'est de l'immaturité de s'investir émotionnellement dans des pensées. C'est la conscience et la présence expérimentale dans la conscience, dans l'expérimental conscient, dont est forgée l'identité, pas à travers l'identification psychologique à des formes mémorisées, densifiées par l'émotion, donc vibrantes, magnétisantes. Quand, quand vous vous promenez dehors sur la route, vous n'êtes pas responsable de toutes les ordures sur le bord de la route que vous voyez pendant votre promenade, pendant votre parcours. C'est pareil avec ce qui vous passe par la tête. Comme vous n'êtes pas obligé non plus de manger dans toutes les poubelles que vous trouvez sur le bord de la route quand vous sortez dehors. Pour dépolariser le mental, il faut arrêter de donner une valeur psychologique aux pensées. Dans le sens, entre autres, le sens, oui, au sens psychologique, intellectuel, mais aussi au sens psycho-affectif. Il faut arrêter de donner une valeur aux pensées. Le rapport que vous avez à la pensée va influencer votre pensée, comme les pensées involontaires psychologiquement néfastes, comme répétitives ou obsessionnelles. Il faut commencer à rapprocher votre doigt du bouton de la radio, celui qui change les postes, qui change les stations. Il faut intégrer le fait que quand vous n'avez pas la même fréquence, vous ne captez pas les mêmes choses. Mais pour ça, il faut expérimenter le fait que le mental, la pensée, c'est des mondes très vastes, indépendants de l'ego, avec lesquels la conscience est en relation, mais dont elle ne provient pas et dont elle n'est pas faite. La conscience n'est pas faite de pensée. Je pense donc je suis, ça c'est un mensonge psychologique philosophique. Je suis donc je sais que je pense. La conscience précède les réflectifs. Je suis donc je pense. Le feu de la conscience peut transmuter la souffrance expérimentale en volonté de voir mieux, de voir plus clairement. L'individu qui souffre peut brûler lentement sa vieille identité psychologique pour alimenter la construction d'une identité de plus en plus lucide, une vue plus claire, intégrative, si on peut dire, qui a une conception non préfaite mécaniquement réfléchie du réel, mais qui est dans une observation réellement objective. La conscience brûle de plus en plus ce qui n'était pas réel, l'énergie psychique qui était détournée par des formes inutiles, nuisibles, redevient disponible pour alimenter une structure qui stimule le passage des forces qui stressaient les vieilles structures. C'est une gestion plus ergonomique, plus confortable, puis le transfert s'opère comme ça, par une conscience qui voit la mécanique. Il y a un transfert de gestion. Ce ne sont plus des programmes motorégulés, mécaniques qui gèrent toute la mécanique psychique en dehors de la conscience qui opère. La conscience, au lieu d'être influencée par la mécanique, la conscience voit et peut influencer la mécanique pour elle-même, là. Commencer à gérer consciemment notre rapport à la pensée plutôt que de vouloir gérer la pensée elle-même. Ça, c'est l'exploit d'une conscience qui commence à se voir aller. Dans le fond, là, souffrir de l'expérimental, c'est normal. Mais souffrir à cause de pensées inutiles, involontaires, ça, c'est une insulte. Une insulte faite à l'intelligence qui passe à travers la lentille d'une conscience. C'est l'émotivité qui est donnée aux formes, qui active des programmes, des répétitions, qui engendre des pensées obsessionnelles. La mécanique de ça, c'est dans l'inconscience. Castor, au niveau de ses assises, si l'individu gère consciemment de plus en plus
l'énergie par la conscience dans son rapport à la pensée. Il reste sain d'esprit. Pour observer consciemment, le psychologique, ça prend une conscience qui n'est pas psychologique. Vous ne pouvez pas avoir du discernement dans le rapport à votre pensée à partir d'une identité psychologique qui s'identifie à des pensées. Parce que vos pensées, c'est pas vos pensées, c'est des pensées. Vous n'avez pas des pensées, vous recevez des pensées, vous captez des pensées. Ce n'est pas vous qui faites les pensées, mais vous recevez des pensées dépendamment de l'état, de la façon dont vous êtes au moment où vous pensez la pensée. Pour voir ça, il faut observer la pensée à partir d'une vue, d'une conscience qui n'est pas de la pensée. C'est pas une conscience qui pense, c'est une conscience qui voit. C'est tellement différent, ça n'a rien à voir. Votre personnalité psychologique, c'est circonstanciel. C'est de l'animalité psychologisée, mentalisée. C'est fait de programmes, de la crainte, du désir, de mémoire expérimentale non intégrée. Ça se nourrit d'identification, de projection, de réflexion. C'est, c'est encastré, soutenu par la polarité dans le mental. Puis c'est rationalisé par l'intellect pour se renouveler, pour s'entretenir. Quand un individu commence à se conscientiser, il est de plus en plus sujet à des éclairs de lucidité, où il est forcé d'observer les aberrations de sa personnalité, ce qui crée des chocs. Ça crée des chocs au début. De plus en plus, l'individu commence à voir la lutte entre sa conscience et sa personnalité. L'homme psychologique, il souffre de sa personnalité, qu'il l'admette ou pas. L'homme inconscient, il souffre de sa pensée, qu'il l'admette ou pas. Sa personnalité a pour elle le désir de préservation, la peur puis l'énergie du désespoir. Mais la conscience, elle a la volonté d'être, l'implacabilité, et puis elle est sans régression possible en elle-même. À long terme, la personnalité, elle ne peut pas gagner, puisque même quand elle gagne, elle perd. Elle perd en entraînant l'individu dans l'abîme, au fond. Quand quelqu'un souffre de conditions comme la dépression, des choses du genre, ça indique un blocage des structures psychiques, des mécaniques qui agissent puis se préservent en dehors du champ de la conscience de l'individu. C'est pour ça qu'il va être envoyé chez le psychologue, par exemple. Mais personne s'instruit d'individu. Il n'y a personne qui instruit l'individu sur sa propre mécanique, sur pourquoi c'est de même. C'est la conscience de l'individu qui doit l'éclairer à un moment donné. Un individu qui réussit, qui se réussit lui-même. Si vous éclairez une lampe avec une autre lampe, ça veut dire que vous réparez la lampe ou vous êtes en train de la nettoyer ou peu importe. Mais ordinairement, on n'est pas censé éclairer un fanal avec un autre fanal s'il est allumé. Il faut qu'il y ait une raison. La conscience d'un individu, sa conscience, c'est la chose la plus intime puis réelle qu'il y a. C'est à sa conscience de lui montrer que sa personnalité le rend malheureux. Un bon thérapeute, c'est pas un motivateur. Sa vraie job devrait être de favoriser le contact de l'individu avec sa conscience, en l'instruisant sur les pièges de la personnalité, sur la mécanique. L'ego, il se pacifie par réflexion des pensées, souvent comme un ciel orageux, nuageux, alors que la conscience de l'individu devrait être comme un soleil qui éclaire toute la mécanique. On dit aux gens que le cerveau puis ses fonctionnalités créent l'humeur et la sanité mentale ou pas. Mais bien moins souvent, on parle aux gens pour leur expliquer que la façon dont ils gèrent puis qu'ils perçoivent leurs pensées influence le cerveau. La conscience avec un gros C. C'est pas sécrété par le corporel, la conscience. Ça se capte
comme une fréquence, puis ça a son propre plan. La conscience, c'est du domaine de l'esprit, vu du mental inférieur, comme caractérisé par des qualités comme la spontanéité, la pénétration, l'instantanéité. Pour le mental supérieur, c'est plus de l'ordre de force de stabilité, de cohérence, d'harmonisation. L'individu psychologique qui gaspille son énergie psychique à nourrir des structures qui ne peuvent pas exister autrement qu'en dehors de sa conscience. Ces structures-là servent à toutes sortes de commerces, avec des influences alourdissantes, salissantes. La souffrance psychologique, c'est de l'information qui a un blocage, il y a une lutte. Il y a une lutte de la personnalité contre l'intégration. C'est comme des forces de résistance. Les forces de la conscience de l'individu appliquent une énorme pression, un énorme stress sur les structures psychologiques de l'individu. L'individu est souvent, sans se rendre compte, qu'il souffre psychologiquement à cause des résistances de sa personnalité. Il ne voit pas qu'il lutte en résistant à la lumière de sa propre conscience. Il a peur. Il a peur au fond. Il a peur de l'inconnu. Puis il retourne finalement mécaniquement à s'identifier à des forts. Ça se défend à la personnalité puis l'ego psychologique. L'individu qui se conscientise, qui s'instruit par observation, il se forme par l'intégration. Il n'y a pas à craindre les pensées. Il n'y a pas à combattre les pensées. L'individu psychologique, lui, euh, il, il est souvent dans le fond, il est sous les lois de son mental, polarisé, plus que sous les lois de sa conscience. Hein? Donc, il voit pas que le réflectif dans son mental polarisé fait qu'il va nourrir les pensées en les combattant. Pour intégrer par la conscience, sans trop passer par l'expérimental payé par de la souffrance psychologique ou autre, il faut développer un début de conscience intégrale, basé sur l'observation, en dehors des formes, puis de la mécanicité réflexive de l'ego psychologique, sur le plan mental. Pour ça, il faut avoir assez souffert psychologiquement pour avoir vécu des états de dépersonnalisation souvent. Pour voir la mécanicité du mental, il faut que la conscience sorte du plan psychologique de son moi psychologique pour occuper un espace dans les éthers du mental. En dehors du plan réflectif, c'est un espace d'observation du mental. C'est ça le surmental. Pour que ce soit possible, il y a des conditions quand même, notamment la capacité non pas de ne pas penser, mais de plus réfléchir la pensée. Ça, c'est un début. En sortant du réflectif de temps à autre, déjà, il peut y avoir un début de capacité à dépolariser le mental, désopacifier l'ego, puis finalement, de temps à autre, entrer dans le mental pur. C'est la découverte des auteurs du mental, puis c'est là aussi la possibilité de créer un espace d'observation pour l'étudier le mental lui-même, par l'observation. S'il y a un surmental, il y a une possibilité d'un contact supramental. C'est-à-dire être en contact avec de l'intelligence en tant que conscience sans avoir à penser. Ça se manifeste jusque dans le biologique. À ce moment-là, il y a un début de voir c'est quoi vraiment le vibratoire. On se rend compte que la psychologie, c'est une prison finalement, le psychologique. Pour quelqu'un qui a conscientisé, qui se conscientise, les psychologiques peut apparaître de plus en plus comme aberrant. On n'a pas à se demander où on est rendu quand on voit que c'est un réflexe du moi psychologique de vouloir s'identifier, de vouloir se situer. Se poser la question, c'est déjà se perdre. Les auteurs du mental, c'est un champ d'expérimentation qui se situe au-delà du champ expérimental de la psychologie expérimentale officielle actuelle.
C'est un champ d'études qui va au-delà du champ d'études restreint à la pensée institutionnelle actuelle. Parce que, parce que la science intégrale, c'est pas une science expérimentale liée à l'acquisition de connaissances. La science intégrale, c'est basé sur la transmutation de l'expérimental en conscience par un processus d'intégration du réel par la conscience. C'est, c'est la plus intime des sciences, au sens où l'individu qui observe, il est livré à sa conscience. L'individu qui se conscientise, il n'a pas le choix de voir de plus en plus tout ce qu'il a construit inconsciemment, dans le fond. Il doit faire l'étude de sa propre inconscience pour détruire les formes psychologiques puis réacheminer l'énergie à sa conscience dans son mental. Si l'individu voit instantanément qu'il a accumulé un brouillard autour de lui, qu'il lui voile sa propre lumière originelle, qui est encore là en potentiel, ben quand il fait ça, il détruit, il dissipe le brouillard par sa propre vue. L'identité réelle, là, ça apparaît parce qu'il n'y a pas là, à ce moment-là, de différence entre l'identité puis le phénomène de la conscience. S'il y a une identité qui n'est pas réelle, c'est à cause du plan réflectif psychologique. Si ça, c'est débusqué, il n'y a plus de différence entre l'identité et la conscience. Ça, c'est un début d'identité réelle. C'est là où on dit il y a alignement des corps. Il y a possibilité d'un ce qu'on appelle le rayon. Un rayon qui passe. Parce qu'il y a eu épuration aussi. La cause de la création, c'est l'intelligence. Donc la cause de la vie, c'est l'intelligence. Le but de la vie, c'est la conscience. Puis l'homme, il est écrit que c'est l'achèvement de la création. La personnalité, la psychologie, c'est la cristallisation des rêves de la conscience endormie de l'homme. L'expérimental engendre des mémoires, des programmations mécaniques, des projections qui se construisent en dehors de sa conscience pour protéger l'individu de sa propre intelligence par peur. C'est l'émotivité puis les craintes, la peur de l'inconnu qui protège l'individu de la lumière potentielle de sa conscience, la peur de souffrir ou de devenir fou. C'est des mécanismes de protection qui visent à tempérer l'intégration, si on peut dire, ça module l'énergie pour que l'ego psychologique, l'équilibre mental de l'individu ne s'effondre pas. Ça prend plus qu'une personnalité psychologique pour supporter une conscience intégrale ou intégrative. Les éthers du mental, c'est vaste. Le psychologique, c'est comme un enclos. Au fond, là, il y a un vaste monde en dehors de l'enclos pour une conscience intégrale. L'homme psychologique, il a peur. Il a peur de ce vaste monde. Il ne le voit pas pour s'en protéger psychologiquement. Mais tôt ou tard, ces forces-là, elles forcent. Elles portent bien leur nom. C'est des forces qui forcent. Puis quand l'individu finit par voir, c'est parce qu'il n'a pas le choix puis qu'il est forcé par. Et donc, au Crédit Mutuel, quand on est client sociétaire... Salut Baptiste, ça va? Tu es au bureau? Si on peut dire, ça module l'énergie pour que l'ego psychologique, l'équilibre mental de l'individu ne s'effondre pas. Ça prend plus qu'une personnalité psychologique pour supporter une conscience intégrale ou intégrative. Les éthers du mental, c'est vaste. Le psychologique, c'est comme un enclos. Au fond, là, il y a un vaste monde en dehors de l'enclos pour une conscience intégrale. L'homme psychologique, il a peur. Il a peur de ce vaste monde.
le voient pas pour s'en protéger psychologiquement. Mais tôt ou tard, ces forces-là, elles forcent. Elles portent bien leur nom. C'est des forces qui forcent. Puis quand l'individu finit par voir, c'est parce qu'il n'a pas le choix puis qu'il est forcé par.